Bonjour mes amis et bienvenue de retour. Nous sommes mercredi méga, édition du milieu de semaine pour une vidéo, et vous savez quoi? Hier c'était le 24 février 2026. Cela signifie que c'est le 4e anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et ce qui est encore plus ironique, ou même triste à mes yeux, c'est que le 24 février est en fait la fête de l'indépendance de l'Estonie. Ils ont envahi l'Ukraine le jour de notre fête nationale. Qu'est-ce que c'est, la Russie? Pour ce 4e anniversaire, c'est un triste anniversaire. Je pense que nous devrions profiter de ce moment pour commémorer les héros et revenir sur les premiers jours de l'invasion, car cela a été un choc pour le monde entier. C'est alors que l'ordre mondial fondé sur des règles après la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Donc je veux vous présenter 2 héros d'Ukraine qui ont été parmi les toutes premières victimes. Nous parlons des toutes premières minutes de l'invasion. Nous parlons des postes frontières. Tous les deux étaient pans des gardes frontières. Ces 2 hommes ont sacrifié leur vie pour donner un temps précieux, des heures ou même des minutes, à leurs camarades qui installaient des positions défensives. Le premier, le marin Vitaly Skakoun, a été tué le 24 février 2022, après avoir fait exploser le pont routier de Haïnichysk alors qu'il se trouvait dessus. Cela a ralenti l'avancée de la Russie depuis la Crimée et a donné à l'Ukraine le temps de préparer des défenses dans le sud. Et voici à quoi ressemble ce héros. Il est né en 96 d'ailleurs. Il avait mon âge à l'époque. Quand la guerre a commencé, l'invasion a débuté. Il est le premier militaire de l'invasion à recevoir le titre de héros de l'Ukraine pour un courage et un héroïsme personnel exceptionnels. Vitaly est né le 19 août 1996 à Berejani, dans la région de Ternopil. Son père était policier local, sa mère enseignante à l'école. À l'école, il lisait des livres d'histoire et collectionnait des modèles réduitants de voitures. À Lviv, il s'est formé comme soudeur et a pratiqué la lutte armée. En 2019, il a signé un contrat et a rejoint le corps des Marines ukrainiens. Il a servi dans la 35e brigade de Marines indépendante. D'ailleurs, c'est à cette même brigade que nous avons donné des camions. Et c'était la brigade qui se trouvait à Krink, au-dessus de Kherson, de l'autre côté du Dnipro, sur la petite tête de pont en 23 et 24. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ils avaient une tête de pont de l'autre côté du fleuve, et la 35e brigade était présente, 2 rotations dans l'est de l'Ukraine. Il a étudié le génie de combat et a appris aux écoliers de la région de Kherson à reconnaître les mines et les engins explosifs. Le soir du 23 février, il a dit à sa mère au téléphone « Ça va bientôt commencer, personne ne nous aidera, nous devons nous défendre nous-mêmes ». À 4 heures du matin, le 24 février, son unité a été mise en alerte. Les sapeurs ont reçu l'ordre de miner le pont entre l'Arabatspit et Haïnichysk. Une colonne de chars russes avançait depuis la Crimée. Il restait environ 5 km jusqu'au pont. Skakoun et son camarade Alexandre Katch ont posé des explosifs, tendu le fil détonnant, se sont éloignés de 500 mètres et ont attendu l'ordre. L'ordre est arrivé. Faites sauter. Ils ont appuyé sur la gâchette et rien ne s'est passé. C'est ici que l'héroïsme de nos protagonistes entre en jeu. Les chars russes continuèrent d'avancer. Les explosifs étaient assez puissants pour détruire 3 immeubles de 9 étages. Si le pont tenait, la colonne percerait jusqu'au continent. Skakoun a dit à son camarade « Sonia, recule, je m'en occupe ». Il a pris le condensateur, la machine blessée, et il est retourné sur le pont en courant. Quelques secondes plus tard, l'explosion a retenti. Il s'est littéralement sacrifié pour faire exploser le pont, ce qui a retardé la première colonne de chars russes vers l'intérieur de l'Ukraine pendant des heures. Et je veux vous présenter un autre héros qui fait également partie des toutes premières victimes des premières minutes de la traversée de la frontière par la Russie. Il y a 4 ans, le sergent-chef Denis Katch est devenu le premier soldat ukrainien tué au combat, marquant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a été le tout premier soldat tué. Il a été abattu à 3h40 heure locale à un poste de contrôle frontalier dans le village de Zorinyuvka, dans l'oblast de Louhansk. Katch a repéré un groupe de soldats russes avançant à travers la neige épaisse vers la position ukrainienne faiblement défendue en utilisant des lunettes de vision thermique. Ce groupe était l'avant-garde de l'une des nombreuses forces d'invasion russes. Il a ordonné aux 5 jeunes soldats sous son commandement au poste de contrôle de se retirer en silence, puis il a héroïquement pris le contrôle de la seule mitrailleuse du poste de contrôle. Tkach a engagé les Russes dans un échange de tirs brefs mais intenses avant d'être mortellement blessé.
À ce moment critique, face à des forces ennemies largement supérieures, sans renfort et avec des munitions limitées, la détermination de Tekek a permis à 5 autres de survivre. J'ai choisi ces 2 héros parce qu'ils étaient en tous les deux à des postes frontaliers. Ils ont été les tout premiers à affronter une force d'invasion ennemie écrasante et ils ont choisi de renvoyer leurs amis et compagnons d'armes en arrière et de se sacrifier eux-mêmes. Et nous avons vu cela se produire à maintes reprises dans l'armée ukrainienne. Si vous regardez cette photo, vous pourriez penser qu'il s'agit simplement d'une autre rangée d'avions de transport russes, mais ce sont ces avions-là. Ceci est la photo prise le 23 février 2022, un jour avant le début de l'invasion à grande échelle. Ces avions devaient être remplis de désigniques russes, de combattants VDEV, des parachutistes semi-élites de l'armée russe, qui étaient censés atterrir sur les aérodromes de Hostomel et submerger toute la défense de Kiev. Mais cette opération a échoué. Pourquoi ? Eh bien, la raison est double. La planification russe était absolument horrible, ne prenant en compte presque rien de ce qui aurait dû être pris en compte lors de la planification d'une opération d'une telle ampleur. Et deuxièmement, la détermination courageuse des Ukrainiens à riposter avec les forces de police, les pompiers, les brigades de défense territoriale, les habitants qui avaient en des armes, tout le monde a résisté. Mais au final, ce qui a empêché ces avions d'atterrir, c'est que les Ukrainiens ont bombardé le tarmac de l'aérodrome de Hostomel quelques instants avant l'atterrissage prévu des avions, rendant le tarmac inutilisable. Les seuls designiques qui ont atterri à Hostomel étaient avec les hélicoptères d'attaque Ka-52 et les hélicoptères de transport. Il y en avait quelques centaines et, au matin, ils étaient tous morts. Qu'est-il arrivé aux hélicoptères ? Pas tous, mais une grande partie d'entre eux a en fait été abattue par des missiles anti-aériens portatifs ukrainiens. Une vidéo qui n'a été publiée qu'il y a quelques jours a été filmée par un soldat russe à l'aérodrome de Hostomel le 24 février et nous venons seulement de voir ces images. Elle montre un hélicoptère russe Ka-52. Boum, il est abattu par un manpads ukrainien, tout simplement. Et c'était le sort d'une grande partie des hélicoptères et des designiques qui s'y trouvaient ou qui ont atterri. Ils ont tous été réduits en miettes. Au final, Hostomel a été un échec dévastateur pour les Russes. Cela devait être le triomphe d'une opération. Massive et très ambitieuse, et elle a échoué de façon spectaculaire. Et bien sûr, 4 ans plus tard, tout le monde connaissait même. C'était censé être une opération militaire spéciale de 3 jours, mais si vous regardez ce mème 4 ans plus tard, la Russie est toujours en train de perdre. Géorgie 2008, une traînée sanglante. Ukraine 2014, traînée sanglante. 2015, Syrie. 2022, Ukraine. La mort de la Russie ouvre la porte. Je saigne. Il y a un javelin opéré par 2 combattants ukrainiens de l'autre côté. Ce sont en fait les photos et vidéos que nous avons reçues des premiers jours de la guerre. C'étaient les javelins envoyés notamment par l'Estonie, les États-Unis et d'autres pays juste avant le début de l'invasion à grande échelle. Ces javelins et Bayraktar ont fait la plus grande différence à ce moment-là. Poutine dit « Ah, regarde, une étoile filante. Je souhaite que la Crimée soit russe. C'est Storm Shadow Blast. » Oui, quelle surprise pour lui que son armée ne soit pas la numéro 2 dans le monde, mais la numéro 2 en Ukraine. Et maintenant, regardons les conversations. Quand la Russie a massé ses forces à la frontière ukrainienne, je me souviens que ça a commencé en novembre 2021, et je l'ai couvert tout le temps, chaque mois à l'époque, jusqu'au 24 février 2022. Les gens en parlaient en ligne. Les gens disaient que tu étais délirant, stupide, qu'ils n'allaient pas envahir, que vous étiez idiot. Regardez. Par exemple, George Galloway, vous avez tous dit que la Russie était sur le point d'envahir l'Ukraine. Je vous ai dit que ce n'était pas le cas. Vous aviez tort. J'avais raison. Encore une fois, faites preuve d'un peu d'humilité, bon sang, surtout s'il ne vous paie même pas pour agir comme un idiot. Et ceci a été publié le 14 février 2022. Ça a mal vieilli parce que 10 jours plus tard, l'ordre mondial fondé sur des règles établies après la Seconde Guerre mondiale a été démoli. Caitlin Johnston a dit « Je veux que tu me promettes de complètement réviser ta vision du monde et de changer radicalement tes habitudes de consommation des médias quand mars arrivera et que l'invasion n'aura toujours pas eu lieu. » Publié le 18 février 2022, 6 jours plus tard, la Russie envahit l'Ukraine.
Nous avons d'innombrables exemples de Scott Ritter ici. Nous avons d'innombrables exemples de ces conversations en ligne, de personnes, soi-disant payées par la Russie ou non, ou peut-être des idiots utiles, disant que la Russie n'envahira en aucun cas. Regardez ailleurs. Ne vous en faites pas. Eh bien moi, je disais tout le contraire. Si vous regardez mes vidéos de janvier 2022, le titre est « Quand cela arrivera-t-il ?» déjà un mois avant. Donc ces personnes, maintenant avec le recul, nous le savons. Certains étaient dit payés par la Russie. D'autres m'en étaient des idiots utiles. Nous savons désormais qu'il vaut mieux se fier à notre jugement qu'aux voix en ligne. Nous avions raison, pas eux. Maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi ressemblent ces 4 années de guerre sur une carte. Voici le 1er juin 2022. Donc cela se passe après que les Russes aient déjà été battus à Kiev. Ils se sont retirés du nord de l'Ukraine et voici la carte du sud et de l'est de l'Ukraine où ils sont restés. Passons 4 ans en 1 minute et vous verrez. Regardez la différence en 4 ans. Je veux dire, tant que la guerre soviéto-allemande a eu lieu, pas toute la Seconde Guerre mondiale, mais la partie soviéto-allemande. Regardez ça. Ça doit être l'avancée la plus lente de toutes les guerres modernes. Et tout de suite, on peut voir la contre-offensive de Kharkiv, qui s'est déroulée à une vitesse fulgurante. C'est une véritable blitzkrieg que les Ukrainiens ont réalisée ici. Mais l'avancée de la Russie a continué, puis Kherson a été libérée, bien sûr. Mais l'avancée de la Russie est plus lente qu'un escargot. C'est une statistique étrange. Si des escargots étaient partis de Donetsk le 24 février 2022, ils seraient déjà arrivés à Berlin. Les escargots avancent à un rythme très lent, mais régulier. Et c'est bien plus rapide que toute l'armée russe en 4 ans. L'escargot serait déjà à Berlin en ce moment. Donc ils sont officiellement plus lents que les escargots, beaucoup plus lents. Et le nombre total de pertes, plus d'1 million de blessés et de morts réunis après 4 ans, quelle était la différence alors? Eh bien, je vais vous le dire. La différence, c'est 58 km depuis la ville de Donetsk, le point de départ de l'invasion à grande échelle. 57 km, qu'est-ce que c'est? Environ 30 miles, quelque chose comme ça, en 4 ans et 1 million de pertes. Donc ça montre vraiment que la Russie est véritablement la deuxième armée en Ukraine. Et maintenant, je vais laisser un historien russe parler de ce que Poutine a fait à la Russie. Pas ce qu'il a fait au monde, d'accord, mais ce qu'il a fait à la Russie, à son propre peuple, à son propre pays. Il a tout ruiné. Les énormes fonds accumulés qui, grâce au prix élevé du pétrole, auraient pu être utilisés avant tout pour développer la société. Il les a gaspillés et brûlés dans la guerre sans rien accomplir. Oui, ces fonds accumulés. La Russie avait accumulé des richesses énormes et stupéfiantes depuis l'an 2000 jusqu'en 2022. Ils avaient amassé une fortune colossale. La moitié de cette somme était détenue dans les pays occidentaux, qui est encore gelée, soit environ 300 milliards. L'autre moitié est dans le Fonds national de bien-être russe, qui dépasse 300 milliards de dollars en or et actifs étrangers. Ils avaient un fonds massif, un fonds d'actifs étrangers énorme. Tout était gaspillé, tout a disparu. Les actifs étrangers sont gelés et le Fonds national de bien-être est presque vide. Avec cet argent, ils auraient pu construire une école dans chaque village russe, un hôpital dans chaque ville russe, moderniser chaque immeuble en Russie avec cet argent. Mais Vladimir Poutine ne montre que la violence et la guerre, bien sûr, et il n'aurait rien pu accomplir. La réputation de la Russie est ruinée pour de nombreuses décennies. Leur réputation est la deuxième chose dont je veux parler. Avant l'invasion, il existait des films comme Stalingrad, Enemy at the Gates, et d'autres qui glorifiaient l'effort de guerre soviétique et les Russes. Certains jeux Call of Duty montraient les Russes comme une armée moderne équipée de lunettes de vision nocturne, de véhicules sans pilote et de drones. Avant d'avoir tout cela, c'était l'image qu'ils s'étaient construite. Tout cela s'est effondré dans les premiers mois de la guerre, lorsque l'Ukraine a montré que l'armée russe est un groupe incapable de barbares, avec des Kalachnikov. L'argent est gaspillé. Nous avons été exclus du G7. Il ne reste rien. Vous voyez, il ne reste rien. Maintenant, après Poutine, un long et difficile processus de restauration nous attend. De restaurer notre psyché, de restaurer l'économie et de restaurer la confiance dans le monde entier. Ce n'est pas le travail d'un jour,
Plus tôt cela commencera, plus il nous sera facile de sortir de cette catastrophe, de ce gouffre incroyable dans lequel nous avons été plongés. Nos 20 années sous le long règne de Vladimir. Oui, en 20 ans, la Russie, depuis 2000, disons qu'ils sont sortis du trou des années 90. C'était horrible en Russie. En 2000, les choses ont commencé à se stabiliser. De 2000 à 2022, la Russie était en quelque sorte une fusée. Ils se sont stabilisés intérieurement. Ils ont accumulé d'énormes sommes d'argent, du moins l'État. L'industrie lourde fonctionnait. Les marchés d'exportation vers l'Union européenne rapportaient d'énormes revenus. Tout cela a été jeté par la fenêtre. Si j'avais été le dirigeant de la Russie à cette époque, je voyais cet argent arriver de la part de mes ennemis. Je les aurais laissés m'envoyer cet argent année après année. Mais Poutine est tout simplement un homme très stupide. Il semble être un très mauvais stratège. Je veux dire, il a élargi l'OTAN de 2 pays. Il est le meilleur vendeur de l'OTAN et un stratège horrible. Mais aussi 4 ans plus tard, après 4 ans à couvrir cette guerre, je ne peux pas vous oublier, mes amis. Vous qui regardez et ceux qui soutiennent la chaîne. Bien sûr, maintenant, les chiffres ont un peu diminué, mais ce n'est pas grave. Nous continuerons à nous battre avec ceux qui sont avec nous. Et parmi ceux qui sont avec nous, il y a un nouveau membre sur Buy Me a Coffee. Oscar Foltra Foltars. Oui, Oscar Foltas. Je vais écorcher le nom de chaque nouveau membre sur Buy Me a Coffee. Donc si vous voulez que votre nom soit écorché, inscrivez-vous. Mettons fin à cette guerre cette année, en 2026, lors de la 5e année de guerre. Faisons-le ensemble. Vous vous souvenez que lundi, j'ai parlé de la station de pompage de pétrole Kailaikino, qui pompe du pétrole vers l'oléoduc Druzhba, responsable de l'exportation du pétrole vers l'ouest. Il est allé en Slovaquie et en Hongrie. Et l'Ukraine a frappé l'oléoduc Druzhba à différents endroits, déjà 5 ou 6 endroits différents, pour s'assurer que la Russie soit physiquement incapable d'exporter du pétrole vers l'Union européenne. La frappe de Kailaikino a été réalisée par les Flamands Roses, ces Flamands Roses qui aiment exploser dans les zones arrières de la Russie et de Poutine, qu'il apprécie tant. Eh bien, ce nœud, cet oléoduc, une station de pompage a de nouveau été frappée hier, le 24 février pour le 4e anniversaire. Un petit cadeau pour Poutine, c'est douloureux. Parce que cet oléoduc pompe environ 20% de toute la production pétrolière de la Russie à travers lui. Et maintenant, il brûle bien. Regardez aussi quelques images. Je veux dire, regardez ça, on n'éteint pas ce feu. Vous pourriez éteindre ce feu en Amérique, mais en Russie, non. Vous allez juste le regarder brûler et faire griller une saucisse dessus si vous en avez envie. Barbecue gratuit pour les citoyens aux frais de l'État. Ah, c'est encore mieux. Regardez comme ces flammes sont grandes. Oui, cela signifie que les Ukrainiens ont frappé un silo à carburant plein. Regardez, c'est ici que ça se passe. C'est la station de pompage sur ce pipeline Druzhba qui passait par la Pologne, traversait l'Ukraine jusqu'en Hongrie et en Slovaquie. Les deux veulent encore acheter ce pétrole aujourd'hui. Mais bien sûr, la Pologne l'a bloqué il y a longtemps. L'Ukraine l'a en fait bloqué l'année dernière, à la fin de l'année dernière. Et maintenant, le pipeline lui-même est frappé chaque mois. Donc ce pipeline est physiquement incapable de fonctionner, ce qui est une bonne chose. Maintenant, la Hongrie et la Slovaquie veulent acheter le pétrole russe via le Turk Stream qui passe par le sud, contournant l'Ukraine, ce qui est incroyablement stupide. Je veux dire, reprenez-vous. Honnêtement, Hongrie et Slovaquie, ressaisissez-vous. Achetez à la Norvège ou ailleurs, pas à la Russie. Voilà un autre point de vue. Je veux dire, c'est à 1100 km de l'Ukraine. Je veux dire, ces flamants roses, ils savent comment voler loin et trouver la bonne cible. Et beaucoup de ces attaques seront menées avec des missiles flamants roses à l'avenir. Le flamant rose, vraiment, pour les Russes, c'est vraiment une arme de terreur, parce qu'ils n'ont rien à faire contre ça. C'est presque comme un missile à trajectoire balistique. Il vole vraiment vite. Il a une ogive d'1 tonne. Les Russes ne peuvent vraiment pas les abattre. Et quand il explose, ça fait un énorme boom. Et regardez, ce silo à carburant a explosé. Il y en a beaucoup d'autres, mais pour faire fonctionner un pipeline, il faut le maintenir sous pression avec suffisamment de carburant prêt pour stabiliser la pression. Jusqu'à ma prochaine vidéo, qui sera chaque lundi, mercredi et vendredi, assurez-vous de revenir. N'oubliez pas de vous abonner. Slavo Kringe, au revoir.